Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le Canada sous le choc au lendemain des attaques d'Ottawa. Le pays a rendu hommage à son héros Kevin Vickers, le chef de la sécurité du Parlement, qui a réussi à abattre le tireur. Il a été longuement applaudi aujourd'hui par les députés. Et le Premier ministre Stephen Harper a assuré que le Canada ne sera jamais intimidé par les organisations terroristes. Les images à suivre. C'est une bataille acharnée qui se poursuit dans la ville syrienne de Kobané. Les combattants kurdes tentent de résister, mais les djihadistes de l'État islamique gagnent du terrain et l'inertie du voisin turc pose beaucoup de questions. Nous tenterons d'y répondre ce soir avec l'intellectuel et écrivain turc Nedim Gürsel. C'est le grand entretien du jeudi soir. Il est mon invité. Les Européens réunis en sommet pour mener des négociations ardues sur le climat et dans toutes les têtes. C'est la situation économique des différents pays qui inquiète. Alors que le ton monte entre l'Italie et Bruxelles sur le budget, on attend le verdict de la Commission européenne sur la copie française. Enfin, je vous demande de vous arrêter. C'est en substance ce que souhaitent certains ténors socialistes alors que les différents courants à gauche n'en finissent plus de se déchirer. Les appels au calme se multiplient et les questions aussi sur la suite en vue de 2017. On en parle dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il s'appelle Kevin Vickers. C'est le chef de la sécurité du Parlement canadien. Cet homme de 58 ans a été ovationné par les députés après avoir abattu la veille l'auteur de la fusillade qui a coûté la vie à un jeune soldat. Le pays est encore aujourd'hui sous le choc, bien sûr, de ces attaques. Moment d'unité nationale raconté par Faustine Saint-Geniès. C'est un pays tout entier qui se recueille aujourd'hui, à commencer par le Premier ministre. Avec son épouse, il a rendu hommage ce matin aux soldats assassinés. Mais aussi plus surprenant, les parents du tireur d'Ottawa. Nous souhaitons nous excuser pour toute la douleur, l'effroi et le chaos qu'il a créé. Hier matin, Michael Zehav Bibo, un Canadien de 32 ans converti à l'islam et radicalisé, a abattu un militaire devant le monument aux morts de la capitale, avant de déclencher une fusillade dans l'enceinte du Parlement. Il a été abattu par la police. Le Premier ministre canadien a prononcé un discours de fermeté au Parlement. Chers députés, comme je l'ai dit hier, les Canadiens ne sont pas intimidés. We will not be intimidated. We will. De nombreuses questions restent en suspens. Des questions sur la sécurité du Parlement, mais surtout sur les motivations du tueur. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir s'il s'agit d'un loup solitaire ou d'un membre d'une organisation terroriste. Et dans l'actualité, ce sont des négociations ardues ce soir au sommet européen. Les dirigeants tentent d'arracher un accord sur le plan climat. Et autre sujet de taille, c'est le budget et la situation économique de chacun des pays au centre des discussions et des débats. On voit tout cela avec Julie Hulin. Il y a des moments où chaque soutien a son importance. En recevant ce matin ses partenaires sociaux-démocrates, François Hollande préparait officiellement le Conseil européen, mais leur demandait également de défendre le budget français. Si la Commission européenne n'a jamais sanctionné aucun État, une lettre aurait été envoyée à Paris pour demander des précisions sur les réformes et sur la promesse d'au moins 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Oui, effectivement, il y a des échanges qui se produisent entre la Commission et les États membres sur le fait de savoir si ces États obéissent à des recommandations ou à des règles. Il y a des discussions plus serrées avec un certain nombre d'États membres, dont la France. Jusqu'à présent, le gouvernement français s'est montré optimiste, assurant que le projet de loi de finances 2015 ne serait pas rejeté. Mais en coulisses, un bras de fer semble engagé entre une Commission européenne déterminée à faire respecter le pacte de stabilité et un président français convaincu par ses choix. Vous savez quel est l'objectif de la France? C'est que la croissance soit prioritaire. Et rien ne nous fera dévier de cet objectif. Ça vaut pour l'interprétation de notre propre budget. On respectera les règles avec le maximum de flexibilité. Mais ça vaut aussi pour l'objectif de croissance que nous allons porter, notamment demain, lors de la réunion du Conseil européen. La croissance
parce que c'est l'emploi. La croissance, parce que c'est l'avenir de l'Europe. Merci. L'avis définitif de Bruxelles est attendu d'ici une semaine. Si le suspense reste total, un avis négatif pourrait à nouveau susciter le doute des marchés dans une Europe à la situation économique déjà très ralentie. Halte au feu. Après le nouveau psychodrame au Parti socialiste, les appels au calme se multiplient à gauche, mais le débat sur la ligne politique est loin d'être refermé. Il promet au contraire des jours mouvementés pour l'exécutif. Les détails avec Jérôme Rabier. La proposition de Manuel Valls de voir le Parti socialiste évoluer, voire de changer de nom, agite l'ensemble du PS. Aujourd'hui, c'est au tour du président de l'Assemblée nationale de s'exprimer et de mettre en garde le Premier ministre. Je lui dis, cher Manuel, c'est une faute. Pour le moment, concentre-toi sur ton travail de Premier ministre, réponds aux attentes des Français et laisse ce débat aux militants socialistes qui auront à discuter de tout ça au moment du prochain congrès. Mais pas question pour Manuel Valls de s'arrêter, ce matin encore, sans reprendre les termes de gauche passéiste qu'il a utilisés dans son interview à l'hebdomadaire l'Obs. Il revendique une mutation nécessaire de la gauche. Parce que nous gouvernons, c'est difficile de changer. Je pense au Parti socialiste, je pense à la gauche. Mais en même temps, parce que nous gouvernons, il faut changer. Moi, je ne veux pas attendre que la gauche et le Parti socialiste changent dans l'opposition. C'est quand nous exerçons le pouvoir que nous devons tirer les leçons de cet exercice. Une évolution qui divise le parti, au point que le premier secrétaire du PS est contraint de jouer les pompiers de service. Appel solennel à l'unité des socialistes. Les socialistes doivent rester unis. Les courants socialistes doivent débattre sans se battre. Les dirigeants doivent maîtriser leur expression. La synthèse si chère au Parti socialiste et à François Hollande en particulier semble de plus en plus difficile à trouver. Dans l'optique d'un congrès où les militants seront amenés à s'exprimer, les divergences semblent plus importantes que jamais. Dans l'enquête sur le décès de Christophe de Margerie, les boîtes noires commencent à parler. Les pilotes de l'avion du patron de Total avaient reçu l'autorisation de décoller et auraient bien vu le chasse-neige qui traversait la piste, mais ils ne l'ont pas considéré comme une menace. C'est en tous les cas ce qu'ont annoncé les experts russes dans une conférence de presse où ils ont déroulé le film des événements conduisant au crash du Falcon 50 de Christophe de Margerie. La suite du 22h avec à présent la bataille acharnée qui se poursuit dans la ville syrienne de Kobané. Les combattants kurdes tentent de résister, mais les djihadistes de Daesh gagnent du terrain et l'inertie du voisin turc pose beaucoup de questions. Nous tenterons d'y répondre ce soir avec l'intellectuel et écrivain turc Nedim Gürsel. Il est notre invité pour le grand entretien du jeudi soir et c'est juste après le tour de l'info préparé par Nathalie Guillois. Regardez. Défendu par Jean Tirole, le dernier prix Nobel d'économie, comme Manuel Valls, revoilà le contrat de travail unique sur le devant de la scène. Objectif, lutter contre la rigidité du CDI et la précarité du CDD. Un nouveau contrat plus souple permettant un licenciement plus simple pour les employeurs. Mais pour cet avocat, cette mesure irait à l'encontre du droit international que la France est engagée à respecter. Un employeur en France doit, pour rompre un contrat de travail, énoncer une cause réelle et sérieuse aux salariés. Le juge vérifie si c'est suffisamment grave. Ça correspond à une obligation de la Convention internationale. Le droit devra prévoir, aussi simplifiée soit-elle, une procédure de contrôle de ce motif. Trop cher, pas assez cohérent, le réseau de lignes à grande vitesse est pointé du doigt par les sages de la Cour des comptes, car la fréquentation stagne et la construction de nouvelles lignes a un coût pharaonique. Chaque kilomètre coûte en moyenne 30 millions d'euros, des dépenses qui se font au détriment des lignes régionales. Le juge Marc Trévidic revient déçu de son voyage à Alger. Le gouvernement algérien refuse que les enquêteurs français ramènent des prélèvements réalisés sur les crânes des moines de Tibérine. Les familles des victimes ne cachent pas leur colère. Il y a une confiscation de ces preuves par les autorités algériennes et donc une poursuite du blocage et des entraves que nous avons constamment rencontrées au fil de l'évolution de ce dossier. 18 ans après les faits, faute d'éléments, l'enquête est à nouveau dans l'impasse.
À l'heure où les foyers vont rallumer leur chaudière, les tarifs du gaz vont augmenter de 2,31% au 1er novembre, selon une délibération de la Commission de régulation de l'énergie. 7,5 millions de foyers français dépendants du gaz naturel sont concernés. C'est la deuxième hausse consécutive après celle de 3,9% appliquée le 1er octobre. Le grand entretien du jeudi 22h avec notre invité ce soir, c'est l'intellectuel et écrivain turc Nedim Gürsel. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci vraiment d'être avec nous parce que je crois que vous revenez d'Istanbul. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. Alors, on va évidemment parler de vos livres et du dernier en date que je vais montrer, c'est celui-ci, Les écrivains et leur ville, aux éditions du Seuil. Mais d'abord, Nedim Gürsel, l'actualité, c'est cette lutte, cette bataille contre le terrorisme. Le Canada qui a été durement touché. Et on connaît un peu plus le profil du tueur. On pourrait appeler un loup solitaire. C'est un Canadien qui s'est converti à l'islam, qui s'est radicalisé. Est-ce que ce sont là les profils les plus inquiétants parce qu'ils sont difficilement maîtrisables? Oui, tout à fait. Il s'agit d'une folie meurtrière. Mais il faut aussi essayer de comprendre la raison d'un tel comportement. Car ici aussi en France, dans les banlieues, il y a des tueurs potentiels qui se réfèrent à l'islam et qui sont prêts à tuer, à décapiter. Et c'est un véritable problème, c'est l'horreur. Vous avez vu que les différents pays, dont la France, justement, pour essayer de contenir ce problème, ils ont renforcé l'arsenal législatif. Ils ont fait voter, par exemple, une loi avec un délit d'entreprise de terrorisme individuel. Est-ce que tout cela suffit, selon vous? Vous savez, les lois de ce genre ne sont pas suffisantes, à mon sens. Il faut essayer de comprendre ces jeunes qui se radicalisent en Europe. Dans tous les pays européens, il y a des jeunes qui sont prêts à aller en Syrie pour combattre donc ce qu'ils appellent l'Occident ou la pollution morale de l'Occident. Je crois que la racine du problème est aussi dans les banlieues des grandes villes européennes. C'est-à-dire que vous dites qu'on est en train de faire en ce moment, on va parler évidemment de la coalition et des bombardements, ça ne suffit pas. Le problème, il faut l'aborder différemment. Il y a un autre aspect qu'on a complètement nié, qu'on est en train de nier en ce moment? Tout à fait, parce que j'entends un peu, disons, une sorte de langue de bois à propos des religions, disant que toutes les religions sont pacifiques. Peut-être qu'elles sont devenues pacifiques, mais Saint-Barthélemy n'était pas pacifique. La conquête musulmane n'était pas pacifique. Donc il faut aussi éviter la langue de bois sur les religions monothéistes qui ont été durant toute l'histoire pacifiques. Je ne partage pas ce point de vue. Donc il faut aussi réfléchir sur le religieux qui est de retour. Malraux l'avait prédit. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Eh bien, malheureusement, il a eu raison. Le XXIe siècle est devenu non pas spirituel, mais religieux d'une manière radicale. Donc, c'est un phénomène qui nous concerne tous et nous devons faire un effort pour approfondir aussi nos connaissances en ce qui concerne l'histoire des religions, je crois. Alors, vous nous dites qu'il faut donc approfondir cette connaissance. Vous le dites aussi évidemment aux dirigeants, les différents dirigeants des pays européens, mais pas seulement, qui mènent un combat, une bataille sur le terrain en Irak et en Syrie contre Daesh. Et on voit, Nedim Gürsel, que sur le terrain, eh bien, l'État islamique ou Daesh, je ne sais pas comment vous l'appelez, gagne du terrain justement malgré des bombardements intensifs. C'est inquiétant pour la suite. Écoutez, cette montée du Daesh a surpris tout le monde, je crois. Et la Turquie se trouve dans une situation difficile et très compliquée, ce qui explique peut-être en partie le virevolte du gouvernement turc. Il y a à peine quelques jours, le président Erdogan disait qu'il n'y avait aucune différence entre le Daesh et le parti d'Union démocratique syrien, c'est-à-dire le bras armé
de la population kurde de Syrie. Et sous la pression américaine, ils viennent décider le transit des peshmerga de l'Irak du Nord. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que si Kobané tombe, le djihadisme va pouvoir contrôler à peu près une partie de la longue frontière entre la Syrie et la Turquie. Alors cette ville de Kobané, c'est devenu un symbole de cette lutte contre les terroristes de Daesh. Et on va parler plus précisément d'Nedim Gürsel parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'attitude turque, le jeu double et trouble de la Turquie. On va en parler ensemble. On va regarder justement un rappel des faits par notre journaliste Cécile Sixou. Regardez. Ce matin, toujours des tirs et des explosions à Kobané. Les combats durent depuis plus d'un mois aux portes de la Turquie. Pourtant, depuis le début des frappes de la coalition contre l'État islamique en septembre, ce voisin ne prend pas de position franche en faveur de l'un des deux camps. Début septembre, John Kerry fait le déplacement à Ankara. Objectif, convaincre Erdogan de participer aux opérations militaires de la coalition. Mais le président turc reste évasif. Face à la terreur, en tant que nation, nous sommes ouverts et prêts à toute coopération. Mais tout le monde doit savoir que la Turquie n'est pas un pays qui se satisfera de solutions temporaires. Des chars sont déployés à la frontière mais ne font rien. Un immobilisme dénoncé par la communauté kurde de Turquie qui descend dans la rue. Des manifestations réprimées qui feront 31 morts. Devant des sympathisants, le président Erdogan s'explique. Nous affichons des principes basés sur des positions très responsables face à toutes les organisations terroristes de la région. Parce que pendant 30 ans, nous avons perdu tant de vies dans la lutte contre l'organisation terroriste du PKK. Ne pas aider les Kurdes et précipiter la chute de Bachar el-Assad, deux raisons qui poussent le président turc à rester ambigu. Mais face à la pression internationale, il ouvre tout de même des portes et donne son feu vert au passage par sa frontière de 200 combattants kurdes irakiens pour rejoindre les forces de la coalition. Un pas certainement, mais sera-t-il suffisant? Alors Nedim Gürsel, expliquez-nous, ou présentez-nous votre regard sur la situation et l'attitude turque. Parce que du côté européen, on l'a vu comme une forme de complicité avec Daesh, estimant que pour la Turquie, l'ennemi de son ennemi est son ami. Ils ont donc davantage aidé l'État islamique. Oui, malheureusement, il y a encore quelques mois, le Daesh n'était pas considéré par le gouvernement turc comme une menace terroriste. L'opposition a même dit que certains dirigeants du Daesh ont été soignés dans les hôpitaux turcs. Maintenant, on entend un autre discours. Mais je pense que depuis le début, la politique syrienne de la Turquie n'était pas cohérente. Parce que la Turquie a compté sur le départ imminent de Bachar el-Assad, ce qui ne s'est pas produit. Et aujourd'hui, elle insiste encore, c'est-à-dire elle a fait de Bachar el-Assad, qui n'est pas un ange, sa bête noire. Et même aujourd'hui, le gouvernement turc pose des conditions. Et ces conditions, c'est de ne pas, c'est-à-dire que Kobané n'est pas importante, alors que de l'autre côté de la frontière, il y a les parents de ces gens. Il est vrai, mais Nedim Gürsel, Kobané n'est pas importante, sauf qu'il y a des combattants kurdes qui sont en train de se faire tuer. Et c'est là où il y a une incompréhension totale et une indignation, justement, sur la position du gouvernement turc. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ça vous indigne vous-même? Moi, je suis indigné par ce qui se passe. D'abord, je suis inquiet par l'incohérence de la politique du gouvernement turc en ce qui concerne ce conflit. Mais en même temps, on ne peut pas demander à la Turquie d'intervenir militairement sur le sol. Les Européens ne le font pas. Pourquoi la Turquie le ferait? Pourquoi les soldats turcs se feraient massacrer? Mais pourquoi n'ouvre-t-elle pas sa frontière pour que des combattants kurdes présents en Turquie aillent rejoindre, leurs frères à Kobané et combattre contre l'État islamique? Est-ce que le principal ennemi de la Turquie reste le PKK? C'est ça tout le problème? C'est aussi très incohérent. C'est-à-dire le PKK est considéré comme une organisation terroriste, mais en même temps, le président Erdogan est en train de négocier avec le PKK. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Mais ce que je regrette depuis le début, c'est la stratégie de la Turquie vis-à-vis du conflit syrien. Oui. Car l'actuel Premier ministre, M. Davutoglu, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, a lancé le défi de zéro problème avec nos voisins. Et maintenant, nous avons des problèmes avec tous nos voisins, en tout cas à l'Est. Donc il faut que le gouvernement fasse son autocritique d'abord. Vous dites ambiguïté, vous dites incohérence, volte-face. Est-ce que selon vous, la Turquie de M. Erdogan a raté là une occasion historique, j'allais dire, d'être bien vue, bien perçue dans le concert des nations? On sait la volonté aussi de participer à l'Union européenne. Est-ce que vous avez perdu justement cette occasion? Moi, je pense que oui, parce que la Turquie reste toujours officiellement candidate à l'Union européenne, mais sa politique s'éloigne de plus en plus de celle de l'Union européenne. C'est-à-dire un exemple, puisque vous y êtes souvent. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? La Turquie est en train de devenir d'abord un État autoritaire, qui ne respecte pas les valeurs européennes, c'est-à-dire les valeurs démocratiques. La laïcité est de plus en plus remise en question. Et moi, je pense que tout en étant candidate à l'Union européenne, la Turquie a tourné la page européenne. Il y a eu... La Turquie ou M. Erdogan? Le gouvernement de M. Davutoglu et M. Erdogan, qui a dirigé le pays pendant 12 ans. Les négociations d'adhésion sont en cours, mais avec la restriction de l'espace démocratique, avec les lois répressives qui sont en train de passer au Parlement, je pense que la Turquie est en train de devenir un pays qui ne respecte plus les valeurs démocratiques de l'Union européenne. Vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui, tout à fait. Ce qui se passe dans votre Certes, pays. Il y a donc ce drame de Kobane, mais il y a aussi le drame des intellectuels turcs. Il y a de plus en plus de problèmes de liberté d'expression. Parce que Nedim Gürsel, vu d'Europe, parfois, on a considéré Erdogan, on a dit, eh bien, c'est un islamiste modéré. Est-ce que ce concept, j'allais dire, d'islamiste modéré lui correspond ? Oui, on a parlé de l'islam modéré. C'est l'islam modéré qui a gouverné le pays, qui a fait en sorte que l'armée ne soit plus présente sur la scène politique. Il y a eu des avancées démocratiques, mais maintenant c'est fini. Avec cette dérive autoritaire, la Turquie ne mérite pas, si elle ne change pas, d'être un membre entier de l'union européenne. Et les pays européens sont conscients de cette dérive autoritaire. C'est un Turc qui le dit, j'imagine que ça vous coûte de le dire, pour votre propre pays. Oui, si je critique mon pays parce que je l'aime, parce que je souhaite qu'il soit plus démocratique, et je souhaite qu'il respecte la laïcité, qui est une des valeurs de l'Union européenne. On a tendance à l'oublier. Si je critique mon pays, c'est parce que je souhaite qu'il adhère à l'Union européenne. C'est très clair. Alors Nedim Gürsel, je voudrais qu'on parle de vos livres et de votre dernier livre en date. Je rappelle donc le titre, Les écrivains et leur ville, aux éditions du Seuil. Vous nous rappelez que les grands écrivains ont flâné dans les villes. Alors on peut citer Venise et Aragon, l'Allemagne de Goethe, Berlin de Kafka, et puis évidemment toutes les villes méditerranéennes avec Camus. Les villes et la littérature, c'est un couple, j'allais dire, permanent. Oui, c'est un récit de voyage, je dirais, très littéraire. Le narrateur parle des villes qui ont marqué l'œuvre d'un écrivain. Et par exemple, il est question bien sûr d'Oran et de Camus, parce que Camus a écrit La peste dans cette ville, mais il est question aussi d'Alexandrie à travers le grand poète grec Cavafi, qui était d'ailleurs originaire d'Istanbul. Disons, c'est un récit de voyage, mais il y a un fil conducteur. Je parle aussi des grands écrivains du XXe siècle, du siècle passé, qui ont connu des amours malheureux à Venise, comme Aragon par exemple. Aragon a été à Venise avec Nancy
Cunard avant de rencontrer Elsa Triolet, et il a fait une tentative de suicide par jalousie. C'est une période peu connue du grand poète Aragon dont je parle, mais aussi il y a Hemingway qui a été éperdument amoureux d'Adriana Ivanjic, beaucoup plus jeune que lui. Amour. C'était un grand amour platonique. Oui. Il a d'ailleurs écrit son livre dont il est question dans le mien, Au-delà du fleuve, sous les arbres. Et puis il y a Proust. Proust n'avait pas de petite amie. Il y est allé avec sa petite maman. Mais ils se sont querellés. Donc, je parle des amours malheureux des grands écrivains à Venise. En tous les cas, il y a de l'amour, il y a aussi l'amour des femmes, il y a l'amour des villes. Quelle est peut-être pour vous, je n'allais pas dire la femme, hein, mais la ville qui vous inspire le plus? Évidemment, ma ville, c'est Istanbul que je porte toujours en moi, mais d'autres villes aussi ont joué un rôle important dans ma géographie affective. Venise, par exemple, puisque j'y ai écrit Les Turbans de Venise, j'ai fait des séjours à Venise avant d'écrire ce livre, donc j'ai écrit aussi un roman sur Venise. C'est Istanbul, j'imagine. Et puis Berlin, Berlin qui est, disons, l'actant de mon roman L'Ange Rouge, c'est-à-dire le véritable protagoniste du récit dans mon roman L'Ange Rouge, c'est la ville de Berlin. Ce que vous préférez, c'est boire siroter un raki, j'imagine, sur le Bosphore. Tout à fait, et nous aurons de plus en plus de difficultés de le faire, car nous avons un président omniscient et omniprésent qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger et ce qu'il faut mettre comme habit. Nedim Gürsel, comme tous les jeudis, pour notre invité, je vais vous demander de réagir et de sélectionner un dessin. Je vais vous demander de le regarder. C'est toute la semaine qui est croqué par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà, il y a beaucoup de politique nationale française, hein, parce que toute cette semaine, il y a eu beaucoup de divergences au sein de la gauche. Et puis, il y a l'actualité internationale. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous interpelle? Écoutez, comme j'étais en Turquie depuis 10 jours, je n'ai pas pu suivre l'actualité en France, l'actualité politique en France, mais ce qui se passe au PS m'interpelle, car j'y ai quelques amis. Et donc c'est un parti qui... le débat démocratique, c'est bien. Mais trop de débats, tu le débats aussi parfois. Oui, c'est ce qu'on va retenir. Donc je regrette un peu, disons... Ce qui est en train de se passer. En tous les cas, merci beaucoup Nedim Gürsel. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, vous êtes venu directement d'Istanbul. Je rappelle le titre de votre livre, Les écrivains et leur ville magnifique à lire. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous, à lundi, avec plaisir, bien sûr.